Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 €, vous soutenez simplement le podcast. Dans celui à 5 €, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle et il y a des niveaux supérieurs avec plein de contributions sympas. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, c'est Pierre Chazot qui nous raconte son voyage à vélo de Paris au Cap Nord, qu'il vient tout juste de terminer en un peu plus de 3 mois. Salut Pierre, ça va? Pas trop fatigué? Salut Anne-Sophie, non, ça va, j'ai bien récupéré. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, ravi d'être là. Alors tu es à Oslo en ce moment, là tu nous parles en direct d'un café. Tu viens tout juste de terminer ton voyage en pleine épidémie du Covid-19, période pendant laquelle beaucoup de gens n'ont pas eu la possibilité de voyager. Ton objectif premier, c'était de voir des aurores boréales et ton aventure a été déclenchée par la lecture d'un livre. Qu'est-ce qui t'a motivé pour partir aussi loin à vélo et pourquoi au Cap Nord ? C'est une très bonne question parce que en fait c'était pas du tout prévu comme ça à la base, parce que je devais en fait partir 6 mois en Amérique du Sud. Donc j'avais prévu tout un voyage d'Amérique, un peu du continent sud-américain où je devais partir en bateau, pas du tout en vélo, hein, je devais pas du tout partir en vélo et explorer un peu l'Amérique du Sud. J'avais prévu aussi des workaways là-bas, donc je devais travailler sur place pendant 3 mois. Enfin, j'avais vraiment un peu des arrêts dans chaque pays de la côte ouest sud-américaine. D'accord. Et puis en fait, bien sûr à cause du Covid, ce voyage n'a pas pu se faire parce que je devais partir en avril dernier. Et en fait, pendant le confinement, en fait, il y a eu mon anniversaire à ce moment-là et j'ai des amis qui m'ont envoyé un livre sur un gars qui avait fait un voyage à vélo d'1 an et qui était parti de Amsterdam à Singapour. Et en fait, je l'ai lu, ça m'a intéressé et j'ai toujours eu envie d'exploration, soif de découverte. Et donc, j'ai lu ce bouquin et j'ai vu le type et je me suis dit, mais si lui, il peut le faire, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Voilà. Et donc, j'ai décidé d'acheter un vélo. En fait, c'était un peu un coup de tête et d'apprendre tout ce que je pouvais sur le vélo et sur le voyage à vélo, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique. D'assez physique et en plus, on ne part pas comme ça pour 4 mois à vélo sans préparation, je suppose. Eh bien, si, justement. C'est vrai ? Justement, complètement. Je ne suis pas cycliste, je ne suis pas non plus sportif, donc je fais quasiment pas de sport. Enfin, je faisais quasiment pas de sport. D'accord. Donc, je ne suis vraiment pas cycliste du tout et pas sportif. Enfin, voilà. Et non, c'était vraiment... Enfin, c'est un peu sorti de nulle part, mais... Donc c'est vraiment la lecture de ce livre qui t'a dit tiens, je veux partir faire un trip à vélo. Exactement. Ouais, en fait, ça t'avait absolument jamais effleuré l'esprit avant? Non. j'ai jamais même pensé un jour dans ma vie. S'il y a 1 an, tu m'avais dit Pierre, tu vas faire un voyage de Paris au Cap Nord à vélo, je t'aurais dit mais ça va pas bien. C'est pas cru. C'est pas possible. Non. Et surtout, je voyais pas ça comme un... En fait, je voyais pas le vélo comme un mode de transport comme un autre. Pour moi, le voyage, ça avait toujours été... Enfin voilà, j'ai pas mal voyagé, mais plutôt en avion, en voiture. J'ai fait aussi un voyage en moto il y a quelques années, mais le vélo, je l'avais jamais envisagé. Et n'étant pas cycliste, surtout, je m'étais absolument pas dit ça. Mais ce livre m'a vraiment inspiré et en fait, c'était vraiment en fait plus que le vélo en soi. En fait, c'est la découverte, c'est l'ouverture, l'exploration. C'est ça que j'avais envie de vivre en fait. Et pourquoi au Cap Nord ? Alors comment tu es passé de ce voyage que tu avais tout bien préparé au Cap Nord ? Et ben alors en fait ça s'est décidé un peu au fur et à mesure du voyage parce que je me suis dit je vais aller voir des aurores boréales. Ça c'était déjà l'idée première. C'était le but premier en fait. Ouais, c'était le but premier et puis il y avait ce truc avec la lumière, tu vois, trouver la lumière, chercher la lumière et tout. Je trouvais ça enfin voilà, moi ça me parlait et en plus en fait j'avais discuté avec mes boss avant et je leur avais dit que c'était quand je préparais ce trip sud-américain, je leur avais dit que pour moi c'était le bon moment de vivre une aventure justement comme ça et tout. Et en fait
Le Cap Nord, ça s'est fait un peu au fur et à mesure parce que j'ai décidé de partir en Scandinavie parce que je me suis dit que c'était les pays qui allaient le moins fermés en Europe. Ouais. Donc, dès que ça s'est rouvert un peu en juillet, en fait, je me suis dit là, j'ai un créneau. Et puis, je vais monter Faut au nord. partir maintenant. Il faut partir maintenant, exactement. Et on verra bien ce qui se passe. Et en fait, j'ai vraiment vu au fur et à mesure puisque je suis arrivé au Danemark sans trop d'encombre. Déjà, le Danemark, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait il y avait toute une histoire de frontières, de nuit qu'il fallait passer sur place et tout. D'accord. Et en fait, après, au fur et à mesure, en fait, au début, mon objectif premier, c'était Trondheim, qui est en fait un peu en dessous du cercle polaire arctique. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, j'ai décidé de continuer. Et c'était vraiment au fur et à mesure, comme tu dis, c'était pas prévu à la base d'aller jusqu'au Cap Nord. Non. Et même d'ailleurs, l'idée première, c'était de voir des aurores boréales, sauf que déjà, quand je suis parti, je savais rien des aurores boréales et je savais pas bien où les trouver. Donc pour moi, Trondheim, c'était un bon endroit où les voir. En fait, Trondheim, c'est trop possible. Ouais, c'est pas terrible, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une super ville d'ailleurs, moi, Trondheim, c'est une ville que j'aime beaucoup. Ouais. J'y suis allée plusieurs fois quand je travaillais comme fixeuse avec des prods télé. J'y étais allée avec l'équipe de Faut pas rêver. Mm-hmm. Et j'avais eu la chance de passer pas mal de temps là-bas et c'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée. Ouais, c'est super sympa. Ouais. Mais effectivement, c'est pas le meilleur endroit pour voir des aurores boréales. Non. Non, mais c'était une chouette étape. Je fais juste une petite parenthèse. Ouais. Tu viens de dire, quand j'ai parlé avec mon boss, etc., justement, comment on dit à son patron qu'on va partir 4 mois en voyage? Et c'est une bonne question. On lui demande gentiment. C'est vrai, et il a dit oui tout de suite, sans problème. Et en fait, j'ai la chance d'avoir des patrons qui eux aussi aiment bien voyager, qui aiment explorer, qui sont voilà. Et en fait, ils ont très bien compris cette soif et cette envie de partir un peu à l'aventure. Donc, ils m'avaient déjà dit oui pour les 6 mois en fait, pour partir en Amérique du Sud. Donc j'étais bien sûr hyper content, hyper reconnaissant. Et enfin voilà, ça c'est vraiment une discussion qui s'est super bien passée. Parce que tu fais quoi comme métier? Tu fais quoi dans la vie? Je suis concepteur-rédacteur. Donc j'écris pour des marques plus dans le côté branding et donc vraiment la marque. Voilà, c'est le domaine de la communication. D'accord, tu travailles à Paris? Exactement. Ouais. Je le dis maintenant, mais ça vaudra pour toute cette discussion. Je mesure vraiment ma chance du début jusqu'à la fin, quoi. Comment on prépare une expédition comme ça? Tu disais, j'ai acheté mon vélo comme ça sur un coup de tête. Est-ce qu'il y a plein de points techniques à prendre en considération en fonction des kilomètres que tu vas faire, de là où tu vas? Alors, comment on prépare une expédition comme ça? Comment on choisit son vélo? Est-ce que ça coûte cher? Qu'est-ce que tu as emmené? Combien tu avais de sacoches, etc. En fait, ouais, c'est toute une organisation, bien sûr. Le vélo, c'est un peu le bijou du le bijou du voyage, donc faut y faire attention, faut être sûr d'avoir du bon matériel parce que ça peut très rapidement ça peut tourner au désastre si on n'a pas du bon matériel et si on n'est pas sûr de son matériel. Donc j'avais compris ça assez rapidement. J'en avais discuté pas mal avec mon père aussi, avec mes parents, qui sur des questions plus techniques et tout. Et bien sûr, j'ai passé pas mal de nuits blanches à regarder sur Internet. À chercher ce qu'il fallait prendre. À chercher, etc. Exactement. Et alors, ça coûte cher d'acheter un vélo pour faire un voyage comme ça? Alors, en fait, c'est hyper variable. Il y a un magasin de vélo à Paris qui s'appelle Cyclable. En fait, je suis arrivé là-bas et je leur ai expliqué mon itinéraire. Et ils m'ont dit, tiens, il y a celui-là. En fait, parce qu'il y a une pénurie mondiale de vélos là, en ce moment. Je ne sais pas si tu es au courant. Ouais, en Norvège, ça a été pareil. Tout le monde s'est jeté sur les vélos et particulièrement les vélos électriques pour remplacer les transports pendant la période du virus. Donc, je crois que c'est international, ouais. C'est ça. Et là, c'était un peu le dernier vélo en fait du carrément. Du magasin. Ouais, non, mais c'était celui-là ou rien? C'était un peu celui-là ou rien, ouais. Et puis en même temps, je savais qu'il fallait que ça se fasse rapidement, il fallait que je parte rapidement parce qu'il y avait cette sorte de Covid et voilà. Et j'avais pas envie de me faire prendre dans la deuxième vague. Après, le prix, après c'est super variable. Enfin, je veux dire, vraiment, j'ai rencontré des gens qui voyageaient avec des vélos à 3 000, 5 000 euros et j'ai croisé des gens qui voyageaient avec des Between à 200 euros. Donc, c'est ça, d'accord.
Il y a de Très tout, franchement, quoi. il y a vraiment de tout. Après, je dirais qu'un bon vélo de voyage, ça coûte au minimum 1 000 € et jusqu'à, enfin voilà, entre 1 000 et 2 000 € quoi. Entre Après, 1000 et 2000, oui, ouais. c'est ce que j'aurais dit à peu près. Ouais. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, il faut un matériau spécifique qui est l'acier. Enfin, on peut avoir en aluminium aussi, mais l'acier, c'est vraiment un bon matériau parce que c'est solide, c'est soudable partout dans le monde. Donc, si jamais le cadre casse, c'est pratique à réparer. Et puis, il faut faire attention à tout un tas de détails. Les poignées étaient super importantes. Enfin, moi, par exemple, au début, quand j'ai commencé, j'avais un peu mal aux poignets et tout, donc j'ai changé mes poignets, j'ai changé les porte-bagages, j'ai changé énormément de trucs sur le vélo, la selle, bien sûr. La selle, c'est le plus important. Bah, c'est ça en fait. Mais ça, je l'avais un peu vu venir et du coup, j'avais acheté une selle en cuir qui prend la forme du postérieur Ouais. au bout de 1000 ou 2000 km. Et donc, c'est le meilleur choix que j'ai fait parce que finalement, en fait, au début, c'était un peu dur. C'était un peu, ouais. Ça, c'est vrai que les selles de vélo, comme on peut avoir sur les vélos de cycling, là, dans les salles de sport et tout, pourtant, Ouais. on a beau, même pour les filles qui ont un postérieur même bien rembourré, ça fait mal aux fesses, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, alors après, le cuissard n'était pas optionnel là, dans ce cas-là. Donc, j'avais quand même un rembourrage. Je suis parti avec un short de cycliste et voilà quoi. D'accord. Et en termes d'équipement autour, comment tu t'es équipé en termes de sacoche? Qu'est-ce que tu emmènes? Est-ce que tu as emmené beaucoup de choses, beaucoup de rechange? Comment on prépare? Ouais. Alors, sur tout ce qu'il y a autour du vélo, j'ai un peu. Enfin, c'est simplifié que de dire ça parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai quand même un peu fait copier-coller du type qui avait fait un an en vélo. Je me suis dit, C'est si vrai? lui, il a fait un an, ouais, si lui, il est parti, tu vois, il a traversé, je sais pas, 20 000 km. Si lui, il a fait 20 000 km avec ça, je vois pas pourquoi moi, je pourrais pas avec la même chose. Donc non, ça s'est réglé assez rapidement parce que finalement, les sacoches, en fait, il y a une marque qui ressort vraiment, c'est la marque Ortlieb, qui sont des sacoches totalement étanches et tout. Et d'ailleurs, enfin, ça a été un miracle parce que j'ai pas eu une seule goutte d'eau qui est rentrée dedans en 3 mois et demi. Et pourtant, avec voilà, des passages de 3 semaines de pluie non-stop. D'accord. Donc, voilà, mais Tu as j'avais fait 4 combien de sacoches. kilomètres au total? J'ai fait 4626 km, très D'accord, précisément. très exactement. Très exactement. Yes. Pour terminer ce petit côté préparation, Ouais. tu as emmené combien de kilos d'équipement en dehors de ton vélo, de ce que tu as emmené, tes vêtements, tes accessoires pour manger, etc. J'avais au total à peu près 25 kilos. D'accord. 25 kilos, donc en plus du vélo qui fait à peu près 15 kilos, j'avais 40 kilos au total. Avec d'une part la cuisine. À chaque fois que quelqu'un me disait ah ouais, donc t'as tout ici, et ouais, en effet, j'avais toute ma vie sur mon vélo. C'est ça, tu avais ta maison dans les ça. sacoches, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, je leur faisais visiter. Je leur disais, bah, tiens, bah, là, ça, c'est la cuisine, ça, c'est le garage, ça, c'est la salle de bain. Là, c'est ma garde-robe. C'est ça. Et là, c'est le living room. Et voilà. Et t'as fait le tour. Et du coup, tu as emmené de quoi dormir en tente ou tu avais prévu de dormir en gîte? J'ai fait à peu près, je dirais, 50-50 ou 60-40 voilà, en tente. Et en gîte, il y a des soirs où, bien sûr, tu peux pas dormir en tente parce que j'ai traversé 2 ou 3 tempêtes sur le chemin. Okay. Donc c'est carrément dangereux. Donc tu restes dans des gîtes. Et puis parfois, ça fait quand même bien plaisir d'avoir une douche. Et ouais, quand même, ça doit être savourable, c'est vrai. Exactement. Et par rapport à la préparation du parcours, donc tu m'as dit que tu n'avais pas prévu spécialement d'aller au Cap Nord, donc je suppose que tu n'avais pas un timing et un itinéraire très précis. Tu t'es un peu parti comme ça en disant je verrai bien quand j'arrive et où je m'arrête, ou est-ce que tu avais des étapes quand même que tu voulais respecter? Non, il n'y avait pas d'étape vraiment précise. J'avais envie de me laisser cette liberté, cette flexibilité et de pouvoir aussi, parce que c'est ça la beauté du voyage à vélo, c'est de pouvoir un peu naviguer au gré de ses envies et des courants. Et donc, oui, tu vois, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que si tu as envie d'aller à droite, bah, tu vas à droite. Et comme j'ai fait ce voyage seul, en solo, c'était vraiment super. Mais après, je savais que j'avais 3 mois, parce que j'avais dit à mes patrons que dans 3 mois, j'aurais fini, quoi. Et donc je voyais à peu près mon timing, et je voyais aussi l'hiver arriver.
Donc ça, c'était aussi un peu winter is coming. C'était le challenge aussi de ne pas se faire prendre par le climat nordique d'hiver qui pointait le bout de son nez. Exactement, et on y reviendra peut-être, mais à un jour près, j'y arrivais pas. C'est vrai ? Ouais. Ah bah tu vas nous raconter ça. Est-ce que tu peux nous parler dans les grandes lignes juste du parcours que tu as fait, si on visualise comme ça? Alors, tu fais partie de Paris. Je suis parti de Paris, tu es en bas de chez moi. arrivé au Cap Nord. Donc, si on visualise la carte comme ça, on se dit ça va toujours tout droit en fait. Ouais, exactement. En réalité, c'est un peu plus, il y a un peu plus de détours. Et ouais, je me doute. parce que du coup, ouais, non, j'ai traversé. Si tu devais définir dans les grandes lignes comme ça les pays que tu as traversés et les grandes villes par lesquelles tu es passé, ça ferait quoi comme parcours? Alors, je suis parti avec. Donc, déjà, j'ai pas pris la route la plus directe parce que je suis parti avec 2 amis au début qui m'ont accompagné pendant 200 km jusqu'à Dieppe. Donc, en fait, déjà, je suis parti à l'ouest et je suis remonté ensuite par la Normandie. Puis, j'ai traversé la Belgique par la côte, les Pays-Bas aussi. Tu as fait un détour déjà parce que si tu avais tracé par l'est et les Ardennes, la Belgique et tout, ça aurait été plus court déjà. Exactement. ouais, mais c'est. C'était le petit challenge du début. Mais ouais, mais puis je savais pas bien. Enfin, tu vois, c'était pas. Ouais, j'avais pas d'itinéraire fixe, donc mes amis m'ont dit viens, on t'accompagne jusqu'à Dieppe. J'ai dit bah d'accord. Et donc c'est vrai que quitte à faire tous ces kilomètres, t'étais plus à 200-300 kilomètres près. Non, exactement. Et puis après, surtout en fait, je savais pas encore si je voulais aller en Suède ou en Norvège. Et j'avais pas d'itinéraire fixe, mais en tout cas, j'ai traversé après la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, jusqu'au nord, et ensuite après j'ai pris un ferry qui traverse juste de l'Allemagne au Danemark, qui a il y a un petit moment là un petit bras de mer qu'il faut passer. Ensuite, j'ai tracé jusqu'à Copenhague. Et ensuite, à Copenhague, là, je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate parce qu'il y avait cette histoire de Covid que j'ai eu la chance de pouvoir contourner. Et ensuite, après, je suis arrivé à Oslo. Et puis de Oslo, j'ai tracé vers le nord. Donc Oslo, Trondheim, et ensuite tout droit. Et Cap Nord, tout droit. Coup, exactement. Ouais. Et donc justement, par rapport aux conditions, par rapport au virus qui faisait que c'était très compliqué de se déplacer, qu'est-ce que tu as eu comme difficulté? C'était les premières difficultés, c'était en Suède du coup? Non, en fait, les premières difficultés, c'était... en fait, des difficultés, il y en a eu un peu... tout le long, un peu tout le long, exactement. C'était un peu un stress permanent en fait, parce que à chaque fois que tu passais une frontière, tu savais pas s'il y allait avoir des gardes ou pas, si tu allais pouvoir passer. Et comme personne ne savait vraiment ce qui se passait à ce moment-là, les informations étaient hyper diffuses, très éparses, et c'était assez compliqué de savoir exactement quelle était la situation. Donc j'ai aussi il y a un groupe super sur Facebook, Voyageurs et Voyageuses à vélo, que j'invite tous ceux qui écoutent à aller suivre, parce que c'est un super groupe d'entraide de cyclistes qui voyagent. Et donc là, il y avait quand même quelques informations, et puis sur le site du gouvernement et tout. Mais ouais, non, c'était évidemment la situation qu'on connaît, avec des pays qui avaient le masque à plein temps et puis du gel partout et tout ça, comme la France, la Belgique, les Pays-Bas. Et puis ensuite, tout d'un coup, on arrive en Allemagne et là, il n'y avait plus rien. Là, il n'y a plus rien du tout. C'était plus liberté totale. Ouais, le pire, c'était au Danemark. Ensuite, je suis arrivé et là, le virus était inexistant. Et donc, et là, vraiment, j'ai vécu 2 semaines de repos total, sans corona. Mais ensuite, après la Norvège, c'était également très libre de ce point de vue-là. Donc, j'ai eu de la chance d'être dans ces pays où il y avait moins de corona, où il n'y avait pas forcément le port du masque obligatoire dans la rue, ce qui en vélo m'aurait bien embêté. Ah ouais, ça doit être c'est fou parce qu'en Norvège justement on n'a pas là maintenant depuis quelque temps ils recommandent ça commence ils recommandent de le mettre vraiment dans les transports en commun à Oslo, dans les lieux publics si on sent qu'on va pas pouvoir respecter les distances, mais c'est vrai que moi pour le boulot j'ai eu l'occasion de le porter un petit peu et c'est vrai que c'est je sais pas comment font les gens qui doivent vraiment le porter toute la journée et tout parce que c'est vraiment difficile de respirer quoi.
Ouais, c'est pas hyper agréable. Ouais. En fait, je suis arrivé à Copenhague. Et ça, c'était le plus gros défi, c'est par rapport au Covid. Je suis arrivé à Copenhague et en fait, à ce moment-là, il y avait des zones rouges et des zones jaunes et des zones vertes. Et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de zones vertes, il n'y avait que des zones jaunes ou des zones rouges. Et donc les zones rouges, les gens en provenance des zones rouges devaient faire 10 jours de quarantaine, ce qui pour moi était inenvisageable parce que j'avais quand même un timing à respecter. Et les gens des zones jaunes pouvaient passer sous certaines conditions. Et donc là, en fait, quand j'étais à Copenhague, tout le Danemark est devenu rouge du jour au lendemain, sauf Copenhague. Et ce qui était d'ailleurs inespéré. Et donc là, je me suis dit, bon, bah là, je peux plus bouger. Techniquement, là, autour de moi, il n'y a que du rouge, y compris la Suède. Ouais. Voilà, parce que au début, je voulais passer par la Suède, Göteborg, Malmö, pour arriver à Oslo. Et en fait, que du rouge, sauf Copenhague. Et donc là, je me suis dit, bon, bah là, il faut que je prenne ma chance. Et j'ai pris un ferry, qui était un des derniers ferries, Covid-free, si je veux dire, qui partait vers la Norvège. Quoi. Et vers Oslo. Mais c'était vraiment, je suis allé visiter l'ambassade de Norvège au Danemark, à Copenhague et tout, pour discuter avec eux, pour voir si j'allais rencontrer des soucis, sachant qu'on m'a dit clairement, écoute, voilà, moi j'en sais rien, t'étais en vélo, tu leur expliques ta situation, mais les gardes-frontières, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, c'est un truc qui revient souvent dans les épisodes, quand j'ai fait des épisodes sur l'intégration en Norvège, comment venir vivre en Norvège, sur le côté qu'est-ce qu'il faut faire comme papier et tout. Et c'est un peu un truc qui revient souvent, c'est que, alors évidemment, il y a des règles et il y a des lois à respecter, mais c'est quand même un petit peu, je dirais pas au feeling, mais un peu au ressenti aussi, sur qui on tombe en fonction du profil, en fonction de... C'est un peu quand même à la tête du client, quoi. Ouais, exactement, mais c'était vraiment ça, là, quand je suis arrivé à Oslo. Je suis arrivé donc en bateau et tout, et là, bon, bah, la procédure habituelle et tout ça. Et puis, le gars qui était devant moi a pris 5 jours de quarantaine, je crois. Et c'était un Français aussi. Et lui, voilà, en fait, il était arrivé, il n'était pas en vélo ni rien. Et lui, pour le coup, on lui a dit, bah, tu as fait 5 jours à Copenhague, bah, maintenant tu fais 5 jours à Oslo. Ok. Donc, pas terrible. Et toi, t'es passé comme ça, ils t'ont rien dit? Bah, moi, je stressais pas mal et tout. Et je suis arrivé devant le premier, devant le premier garde-frontière qui m'a dit, bah, écoute, je lui ai expliqué toute ma situation et que j'étais à vélo. Et puis bon, s'il y a bien quand même la définition de l'isolation, du self-isolation, c'est quand même le vélo, quoi. De voyager en vélo en tente, bon, j'ai pas rencontré grand monde. Et oui, tu n'avais pas trop de risque de contaminer des gens autour de toi. Non, exactement. Donc du coup, je lui ai expliqué le truc et lui, il m'a laissé passer. Et ensuite, après, j'ai eu affaire à une deuxième personne qui a commencé à me demander, qui croyait pas vraiment à mon histoire, en fait. Elle m'a dit, attends, tu viens de Paris et tu as envie d'aller voir des aurores boréales, c'est quoi cette histoire? C'est bizarre. Ouais, c'est ça, je te crois pas trop. Ok, donc tu sais quoi, il y a combien de kilomètres d'ici jusqu'au Cap Nord? Je connaissais bien. Tu avais préparé un peu le parcours quand même? Bah, oui, je connaissais l'itinéraire et voilà, avec le GPS, j'avais déjà calculé un peu la distance et tout, donc je la connaissais. Ouais. Donc je lui ai donné et sans rien me demander de plus, elle m'a dit bienvenue en Norvège. D'accord. Le petit test imprévu. C'est ça. Tu avais bien fait de réviser ta géographie avant. Exactement. Ouais, j'étais complètement sur mon GPS. Enfin, tu vois, à chaque fois quand tu vas à vélo comme ça, bon bah. C'est difficile parfois même de profiter parce que tu es constamment en train de regarder la route et ta route et où est-ce que je dois aller et le temps et l'heure et tout, ouais, parce qu'il faut pas se faire surprendre par la nuit, faut pas se faire c'est assez chronophage, mais la route c'est quand même un truc un peu essentiel, et puis le dénivelé surtout. En termes de climat, tu disais de Paris, tu es parti quand exactement? Je suis parti mi-juillet. Je suis parti le 11 juillet. Ouais. D'accord. Et du coup, tu es arrivé quand en Norvège? Je suis arrivé en Norvège le 26 août, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Fin août, ouais. Parce que je suis arrivé le 15 août à Copenhague. Non, donc ouais, autour du 22. Non, plutôt le 22, ouais, un truc. Je pense que j'ai mis à peu près un mois et demi. Ça, tu as mis un peu plus d'un mois pour arriver en Norvège depuis Paris. C'est ça. Et ensuite, à peu près 2 mois pour aller jusqu'au Cap Nord. Et donc, la suite du parcours, alors, ça s'est passé comment? Écoute, la suite du parcours, c'était un peu le grand défi parce que les Pays-Bas, c'est très plat. La France, il y avait quand même du dénivelé. Et n'étant pas cycliste, j'ai découvert ce qu'était une côte, en fait. Mais j'ai vraiment découvert, quoi. Au début, et d'ailleurs, mes amis peuvent témoigner, les premiers 200 km ont été vraiment durs. Mais tu n'étais pas du tout entraîné avant de partir? Du tout, zéro. J'ai fait une fois 19 km une fois, juste en dehors de Paris, et c'est tout.
Et c'est un En peu même temps, partir de c'est ce vrai que truc. si tu pars de Paris, tu vises le Cap Nord, c'est vrai que si tu fais 20 ou 30 bornes par jour, t'es pas rendu, quoi. Non, t'es pas arrivé. Non, exactement. Et j'avais pas bien pris la mesure de ça. J'avais pas bien pris la mesure de ce qui était que vraiment faire du vélo, quoi, toute la journée assis Ouais. sur son vélo. Je réalisais pas bien. Tu faisais des journées tu faisais du vélo pendant combien d'heures par jour à peu près? Je dirais entre 4 et 7 heures. Je me suis mis une limite chaque jour de 50 km minimum. Donc en fait, je devais faire 50 km tous les jours minimum. Quoi qu'il arrive. Ensuite, quoi qu'il arrive. Donc ensuite, après, j'ai fait entre 50. Au total, dans le voyage, j'ai fait entre 50 et 100. Ouais, puis ça dépend, comme tu dis, des dénivelés, de là où t'es. C'est ça, et puis du temps, du vent aussi, parce qu'il y a les pires éléments contre le cyclisme sont vraiment le vent, la pluie, les voitures et les côtes, quoi. C'est vraiment les 4 trucs qui sont déterminants. À partir d'Oslo, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, t'es parti dans quelle direction? Comment ça s'est passé? À partir d'Oslo, je me suis dit, j'ai hésité un moment à faire le tour et à passer par Bergen et tout ça, parce que j'avais vraiment envie de voir les fjords, ces grands fjords qui tombent à pic dans la mer et tout. Finalement, j'ai décidé de tracer directement, parce que ça m'aurait pris trop de temps. Donc, du coup, j'ai carrément traversé les montagnes. C'est presque un autre voyage. Un autre voyage, en fait. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, j'ai tracé d'Oslo à Trondheim, en fait, en passant par les montagnes. Donc Lillehammer, Oppdal et puis Trondheim, le parc national de Rondane qui est vraiment magnifique. Mais parce que j'avais demandé un peu autour de moi, j'avais dit bon, quelle route est-ce que vous me conseillez? Les avis étaient assez partagés, mais finalement, ce que vraiment j'en tire après 2 mois en Norvège, c'est qu'en Norvège tout est beau. Donc quelle que soit la route par laquelle on passe, on ne sera pas déçu. Tu rejoins quelque chose que je dis très souvent. C'est vrai que dans les interviews que j'ai pu faire, on me demande souvent quels sont les endroits que tu préfères, Évidemment que j'ai des endroits coup de cœur, mais c'est vrai que c'est difficile parce que, comme tu dis, c'est beau partout, en fait. Ouais, c'est ça qui fait la richesse, je trouve, de ce pays. C'est que de chez moi à Tønsberg, quand je prends la voie rapide pour aller à Oslo, même sur cette route-là, il y a des moments où on passe le long du fjord avec des petits ports de plaisance et tout. Enfin, c'est beau, quoi. Même sur l'autoroute, c'est beau, en fait. Tout à fait. Ah, mais exactement. C'est vraiment, c'est tout à fait ça. Ouais. Tout est scénique et avec cette lumière qui est un peu dure en été et qui s'adoucit après progressivement. Enfin, il y a une lumière spéciale quand même en Norvège. Il y a des paysages, que ce soit les montagnes avec les lacs, que ce soit les fjords. Voilà. À chaque fois, c'est magique. On en prend plein les yeux. On prend plein les yeux et on peut que s'émerveiller. Alors en Norvège, tu as dû voir des trucs super beaux, mais je voudrais juste revenir sur le début, en fait, de ton parcours. Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des espèces de longueurs comme ça, où genre il n'y avait rien à voir et où c'était moche? Alors je vais pas, enfin voilà, je veux pas comment dire des choses négatives sur ces pays que j'ai traversés parce que tout était, enfin pour moi tout était super et en plus c'était progressif. La beauté est venue graduellement. Ouais, parce que tu vois, je te pose la question parce que moi je rentre en France tous les ans dans les Ardennes en voiture. Et je mets 2 jours, il y a 1500 km à peu près, donc je fais ça sur 2 jours. C'est mon petit road trip annuel. Et c'est vrai que quand je raconte ça à mes copains, ils me disent souvent, oh là là, ça doit être trop beau sur la route et tout. Je fais, pas trop. Quand je descends au sud de la Norvège pour aller prendre le ferry pour aller au Danemark, là c'est sympa. La traversée du Danemark, bon, il n'y a pas grand chose, mais alors quand j'arrive en Allemagne et que je fais la traversée de l'Allemagne, comment dire? Ouais. C'est moche. Oui, oui, c'est pas, ouais, c'est moins, oui, c'est. Il y a certainement plein de coins en Allemagne qui sont très beaux, mais en tout cas la route qui traverse le centre de l'Allemagne pour faire genre Danemark-France, c'est juste, il y a rien, quoi. Mais après, c'est ça aussi la beauté du vélo, c'est que comme on passe pas par les autoroutes. On voit des endroits, on passe par des villages qui sont mignons, qui sont charmants, en Allemagne, j'ai vu plein de villes que j'ai trouvées
très charmante, très mignonne. Et même après, les Pays-Bas aussi, c'était beau, quoi. Enfin, c'est de la belle campagne et c'est des les endroits Pays-Bas, qui sont... c'est chouette. La traversée de l'Allemagne, c'était intéressant. C'était beaucoup de bois, des endroits quand même assez sauvages, assez reculés, où il n'y avait pas forcément grand monde. Et ensuite, après, en arrivant au Danemark, là, c'était vraiment encore différent. Mais j'ai trouvé ça encore plus beau. Et en arrivant en Norvège, c'était un festival. Donc c'était chouette d'avoir cette graduation. Et donc, de Oslo à Trondheim, après, tu as mis combien de temps ? Entre Oslo et Trondheim, j'ai dû mettre 3 semaines, je pense, à peu près. Ouais. Je pense que c'est 3 semaines et ensuite 1 mois et 1 semaine pour remonter le long de la Atlantic Coast Route, qui est la route qui part de Trondheim et qui arrive au Cap Nord. Et tu disais tout à l'heure que tu avais fait à peu près 50-50 de nuits en tente et de gîtes. Du coup, ça s'est passé comment pour tes nuits ? Tu as dormi chez l'habitant ? Tu as rencontré des gens sur la route qui t'ont aidé, qui t'ont hébergé, comment ça s'est passé humainement ? Mais humainement, ça a été, comme tu l'imagines, c'est une aventure. Enfin voilà, c'est une aventure en soi. J'allais dire les gens et les gens qu'on rencontre sur le chemin. Mais les gens sont vraiment hyper bienveillants par rapport aux cyclistes. Donc ça, j'ai aussi découvert. J'ai découvert à la fois une communauté et la bienveillance du monde entier par rapport à ces personnes qui voyagent sur un vélo sans rien, sans quasiment rien. Et les gens sont hyper bienveillants. Ils sont toujours vraiment super gentils. Il y a eu plein de fois où on m'a proposé de dormir dans le jardin de l'habitant. Chez l'habitant, ça m'est pas arrivé. Je crois, non, ça m'est pas arrivé parce que mais aussi j'ai pas demandé vraiment en fait parce que oui, j'avais c'est ça, c'était ma question. Est-ce que c'était des rencontres comme ça au hasard parce que tu t'arrêtais pour manger dans un coin et tu discutais avec les gens, ou est-ce que c'est toi qui faisais la démarche d'aller chercher des contacts pour trouver un logement ? Un peu des deux en fait, un peu des deux. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de la situation. C'est ça aussi qui est chouette, c'est l'imprévu. C'est qu'on sait pas bien, comme je savais pas bien où j'allais et que je voulais juste, je montais juste vers le nord. En fait, les rencontres se font un peu de manière aléatoire, quoi. Et quelle serait ta meilleure rencontre si tu devais raconter une rencontre, quelqu'un qui t'a vraiment aidé, avec qui ça s'est bien passé, où tu as passé un bon moment ? J'ai ce souvenir d'un moment, je crois que c'était en Allemagne, et où j'avais fait, je sais pas, 90 km, un truc comme ça pendant la journée. Et j'étais vraiment mort, il faisait 35 degrés, il faisait vraiment très très chaud, j'avais plus d'eau, vraiment il commençait à faire nuit, j'étais vraiment pas bien, et c'était que des champs. Et donc en Allemagne, le camping sauvage n'est pas hyper autorisé, et le bivouac non plus. Donc en plus, il n'y avait pas de camping aux alentours, il y avait vraiment que des champs un peu à l'air libre, et il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de petits coins où je pouvais m'installer, il n'y avait pas de rivière non plus. Donc je commençais à être un peu mal barré. Et en fait, là, je me suis carrément arrêté dans un endroit, j'ai vu une espèce de café, une genre de ferme. Je me suis arrêté et j'ai commencé à discuter avec les gens. Et qui tout de suite m'ont offert du gâteau, qui ont été hyper bienveillants, un gâteau, un café. Ensuite, ils m'ont proposé de dormir dans leur jardin, qui était d'ailleurs superbe. Après, par la suite, je me suis fait réveiller à 5 heures par les coqs qui étaient à côté. Donc ça, mais ça, c'est les aléas. C'est les aléas de dormir à la ferme. Exactement, mais après, c'était toute la famille avec la grand-mère. C'était la ferme, en fait, c'était une femme qui avait sa propre ferme avec des chevaux, avec des moutons, des vaches et tout. Et donc, elle m'a fait visiter sa ferme. Elle vivait avec sa mère et ses 2 enfants qui ont été super sympas, avec qui on a vachement discuté. J'en garde un super souvenir. Du coup, t'es resté quelques jours là-bas ou t'es reparti le lendemain direct ? Je suis reparti le lendemain. Ouais, après, partout où j'allais, je voulais pas vraiment m'imposer. Il n'y a pas d'endroit où tu t'es posé un peu quelques jours J'ai essayé de m'arrêter. Au début, en fait, je m'étais dit, je m'arrêterai 1 jour par semaine. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis arrêté seulement. Je me suis que arrêté quelques fois dans des grandes villes surtout. J'ai eu la chance d'avoir des amis qui me disaient, tiens, tu passes par Hambourg, tu devrais rencontrer tel ami, qui m'a accueilli de manière hyper généreuse et super gentille. D'accord. Tu as rencontré des amis des amis. Exactement, tu rencontres les amis des amis, et puis j'ai fait pas mal de couchsurfing aussi. Non, et sur les gens, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué.
au-delà de la gentillesse parce qu'il y a quand même, en fait, quand on traverse comme ça pas mal de pays, quand on rencontre des gens tous les jours, on se rend compte à quel point il y a énormément de gens gentils déjà dans le monde. Heureusement. Et puis voilà, non mais ouais, mais c'est bien de le dire pour donner un peu de positif. Mais exactement, et que ça soit, et même au-delà de enfin, quand ça fait toujours un peu peur. Les premières nuits en tente et tout, j'étais pas forcément hyper serein. T'as toujours peur que quelqu'un vienne, je sais pas, te voler, te tuer. Te voler tout ton matériel. Voilà, non mais on sait jamais quoi. Enfin, on sait jamais. On se dit qu'on sait jamais. Et en fait, après avoir rencontré comme ça tellement de gens bienveillants, je me dis vraiment que voilà que les gens méchants ne sont pas en supériorité numérique, en tout cas. Tu te sentais du coup toi en sécurité, tu étais complètement serein dans tout le long de ton voyage, quoi. Ouais, toujours. Tu disais au début que évidemment tu as eu des soucis, je suppose qu'il s'est passé des choses techniques, mécaniques avec ton vélo et tout. Comment ça s'est passé le côté vraiment technique du vélo? En fait, ouais, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai eu j'ai crevé une seule fois en 4600 km. C'est vrai? Ouais, non, c'était incroyable. Bon, je savais que ces pneus-là étaient vraiment bien pour le voyage à vélo et tout, mais je ne pensais pas à ce point-là. Donc ouais, non, j'ai eu quasiment aucun souci mécanique. Alors forcément, ça couille, il y a des petits quicks, il y a des petits couacs dans tous les sens, mais parce que c'est un vélo. Donc bon, après, on met de l'huile, machin, bon, faut et justement, tu disais au début que tu n'étais pas genre spécialiste du vélo. Tu as été formé un petit peu justement pour pouvoir réparer les petits soucis qui allaient arriver au fil du voyage? Ouais, alors je me suis pas mal renseigné sur Internet en fait. Je me suis pas mal renseigné sur YouTube et tout. Et sur, je lu des blogs, des trucs. Je savais déjà changer une chambre à air et les trucs de base, quoi. Mais le reste, j'ai un peu appris au fur et à mesure. Et puis aussi quelque chose qui me rassurait, c'est que par exemple, une fois j'ai cassé ma selle, enfin j'ai cassé le pas de vis qui tient la selle. Donc par exemple, déjà une fois j'ai dû faire 25 km sans selle. D'accord. Mais après, ouais, non, mais des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas des trucs très graves parce que heureusement, on est en Europe et il y a un bike shop tous les 40 km. Oui, tu as trouvé des boutiques pour pouvoir acheter ce qu'il te fallait. C'est ça, ouais, ou des magasins d'outillage ou des trucs comme ça. Donc j'ai toujours trouvé ce dont j'avais besoin sans vraiment, sans trop me malmener dans ce sens-là. Après, j'ai changé pas mal de choses sur le vélo pour que ça roule mieux, notamment sur les côtes. J'ai changé le dérailleur à Lillehammer pour pouvoir passer les montagnes parce que je sentais que ça allait pas passer. Enfin, c'était un peu dur, donc du coup j'ai aussi appris sur le tas, quoi, et appris à régler le vélo, à l'entretenir et tout. Mais comment ils réagissaient les gens, par exemple, quand tu es arrivé à Lillehammer pour faire changer cette partie du vélo? Je suppose que les gens ont discuté un peu avec toi quand tu leur as raconté ton trip et tout. Comment ils réagissaient les gens? Ouais, carrément. Là, en fait, c'était un magasin de vélo. Le gars était super sympa et on a vachement discuté. C'était lui aussi. Enfin, il fait du vélo, il fait pas mal de voyages à vélo et tout. Donc on a vachement discuté de voyages et d'ailleurs, il a commencé à me suivre sur Instagram et ensuite on s'est donné des nouvelles tout au long du voyage. Donc c'est devenu, enfin, c'était plus que juste un bike shop, c'était une connaissance, quoi. Mais lui, il était pas. Enfin, les gens jusqu'en Norvège, les gens étaient surpris. Ils disaient waouh, ah ouais, on n'en voit pas beaucoup comme toi, c'est impressionnant, bon courage et tout. Ouais. En Norvège, comme c'est une des routes pour monter jusqu'au Cap Nord, ils en voient quand même pas tous les jours non plus, mais il y en a quand même un peu plus fréquenté. Ouais. Il avait eu un Italien qui était passé 3 semaines avant pour changer un truc. Enfin, ça arrive, quoi. Donc ils sont pas plus surpris que ça. Et puis plus on monte au nord, plus en fait on se rapproche de la route directe pour le Cap Nord. Et du coup, moins les gens sont surpris. Mais ce que je voulais dire aussi sur les gens, d'ailleurs, et c'est parce que je voulais pas dire trop de banalité, mais ça. Vas-y. Non mais ça pour moi, c'était un truc qui m'a vraiment marqué. C'est les petites choses. En fait, c'est que les gens sont vraiment. Mais même un signe de la main, un sourire, un signe d'encouragement, un café quelque part, un bout de gâteau. C'est autant de petites choses qui ont fait que ce voyage était encore mieux et que vraiment qu'on peut voir la bienveillance des gens au quotidien.
Oui, puis ça doit être un réconfort qui quand même est agréable parce que tu passes beaucoup de temps tout seul et tout. Alors même si c'est à la base, je suppose, quelque chose que tu recherchais, cette sérénité, tranquillité et un peu isolation. Mais c'est vrai que ça doit faire du bien effectivement de discuter de temps en temps avec quelqu'un en mangeant une bonne part de gâteau et en buvant un café et de discuter un petit peu, quoi. Exactement, ouais. Et c'est un petit moment, mais c'est un petit moment qui fait tout, quoi. Ça peut te faire la journée comme te détruire la journée, quoi. Si t'as un type qui te fait un doigt d'honneur sur sa moto, c'est fini, quoi. Ton moral il est à zéro. Ça c'est arrivé une fois, ouais. C'est vrai. C'est arrivé une fois, mais une seule fois et voilà. Mais sinon, j'ai eu aucun autre problème, mais c'était plus des signes d'encouragement positifs. Il y a des imbéciles partout, hein. Il y a des imbéciles partout et puis sur la route, on connaît en plus les automobilistes. Mais bon, voilà, quand on est un vélo, on est quand même le plus petit du plus petit. Donc, mais justement, par rapport à au déplacement sur les routes, à la circulation avec les voitures et tout, ça s'est bien passé, c'est difficile, comment ça se passe? Il y a des moments difficiles. En fait, c'est plus mentalement que c'est difficile que ça. Les gens font assez attention quand même, donc on le remarque. Et d'ailleurs, je m'amusais à les noter. À chaque fois que quelqu'un me passait devant, je le notais de 1 à 10. Si c'était 1, c'est qu'il était vraiment passé trop près, il m'avait frisé les moustaches. Si c'était 10, il avait été vraiment sympa. Donc, mais les gens font quand même très attention. Après, ce qui est vraiment, mentalement, c'est difficile, c'est le bruit. C'est le son de vraiment et le vent, quoi. À chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, bam, coup de vent. C'est fatigant, je suppose, à la longue. Ah, c'est vraiment exténuant. Ça, c'était vraiment là où je crois que j'ai un peu j'ai des moments un peu avides. C'était vraiment là, quoi. C'était quand je traversais des nationales avec des camions et tout le temps, quoi. Et pendant quand c'est 1 heure, ça va. Mais quand c'est 5-6 heures, c'est infernal. Et qu'en plus, il y a du vent qui vient de face et qu'en plus, il pleut. Et là, vraiment, quand il y a toutes les conditions, tu te retrouves. Non, je suis vraiment allé au plus haut de ma joie et de tout, et vraiment au plus bas, quoi. J'ai vraiment eu les deux. Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où tu t'es dit, bon, j'y arriverai pas, c'est mort, je fais demi-tour Aucun moment, je me suis dit, je fais demi-tour. J'ai eu des moments vraiment où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'ai eu des moments vraiment où je me suis dit, qu'est-ce que je fous en Norvège sur un vélo? Pourquoi je suis partie là-haut? Pourquoi? Non, mais c'était quoi? C'est quoi? Enfin, pourquoi? C'était quoi? C'était des moments où tu étais fatigué, où tu avais faim ou... Ouais, un peu des deux. Non, mais juste des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis en train de me mettre... quoi. Ouais, et puis tu te mets tout seul dans cette position. Hein. Personne t'a demandé d'être là, quoi. Enfin, c'est ça, ouais. Personne t'a demandé là de grimper 1500 mètres par jour et de faire 50 km minimum et tout. Enfin, personne me l'a jamais demandé. Donc vraiment, je me suis mis dans cette situation. Tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et qu'est-ce que je fais là? Techniquement, ça a l'air d'être un trip qui s'est quand même globalement très bien passé. Est-ce que tu as eu quand même des petites difficultés à certains moments? Ça n'aurait pas pu mieux se passer, je pense. Après, il y a bien sûr des difficultés techniques et des difficultés tout court qui arrivent, parce que ça ne serait pas une aventure sans ça. Mais typiquement, c'est les trois plus grosses difficultés que j'ai eues, c'était avec la tente. C'était sous la tente 3 fois, où la première fois, c'est un élan qui m'a réveillé en plein milieu de la nuit. C'est vrai? Ouais, qui a commencé à approcher ma tente et qui a commencé. Donc, t'entends le clop, 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 comme ça, un peu toum, toum. C'est assez lourd comme pas. T'étais où? Entre Trondheim et Namsos. D'accord. Et là, c'est ça. Et là, donc je me réveille vers 1h30 du matin et j'entends ce bruit. Donc, je me dis, bon, élan. Donc je fais pas de bruit et, tu vois, j'attends de voir ce qui va se passer. Ouais, t'as fait quoi du coup? Et puis je le sens renifler en fait. Tout à coup j'entends juste une grande inspiration comme ça. Et donc juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être se rendent pas compte, et je sais que quelquefois les personnes confondent les élans avec les rennes. Les rennes, c'est assez petit comme gabarit, mais les élans, c'est genre ça peut faire 2 mètres au garrot, voire plus. C'est genre un énorme cheval. Et ça peut charger, ça peut être dangereux en fait. Donc, je me doute que tu faisais pas le malin dans la tente. Non, j'ai pas fait le malin à ce moment-là.
Et ouais, bah alors ils sont surtout agressifs quand ils protègent leurs petits. Quand il y a Là, des petits à côté, ouais. de toute évidence, il n'y en avait qu'un et j'osais absolument pas ouvrir la tente, donc je l'ai pas, T'as pas je l'ai même pas entrouvert un vu, petit quoi. peu pour regarder Non, non, non. non. Non, j'ai entrouvert après quand je l'ai entendu partir, parce qu'en fait, la règle d'or, quand on dort quand même en tente au milieu de nulle part, c'est de jamais avoir de nourriture dans la tente. Dans la Donc tente, ouais. j'avais gardé la nourriture plus loin, à 100 mètres, et dans mon sac étanche et tout. Et c'est à ce moment-là en fait que je l'ai entendu s'approcher de la nourriture. Enfin, j'ai entendu partir de la tente et s'approcher plus de la nourriture. Et puis renifler. Et en fait, il a en essayant d'attraper je sais pas quoi, il a renversé le sac avec les casseroles. Et en fait, et là, ça a fait un bruit, ça a juste fait clink, 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 et je pense qu'il a eu peur. Il a eu peur, il s'est sauvé du coup. Ouais, Il je s'est pense. fait peur tout seul. Il s'est fait peur tout seul. Et donc à ce moment-là, moi, quand j'ai entendu qu'il n'y avait plus de bruit, j'ai ouvert la tente et je fais mais c'était assez, c'était pas hyper serein quand ça Ah ouais, t'arrive. tu m'étonnes, ouais, un élan, moi j'en ai vu qu'un une fois au bord de la route quand j'étais dans un bus avec les touristes l'été quand je suis guide. Ouais. Et c'est vrai Ok. que quand tu vois la taille de la bête, tu te dis mais genre si je me retrouve nez à nez avec ça, je fais quoi? Ouais, non, c'est très, ça fait un peu peur. T'avais Ça fait un peu des peur. choses pour te protéger, t'avais des bâtons, je sais pas. J'avais une hache. En fait, Ouais. parce que j'avais fait un petit changement d'équipement à Oslo quand j'étais revenu ici, enfin quand je suis arrivé. J'avais pris un sac de couchage 0 degré, j'avais acheté voilà, 2-3 trucs un peu clés. Et puis la fille que j'avais rencontrée au magasin m'avait dit mais tu vas au nord, ouais, et tu vas dormir en tente, ouais, et t'as pas de hache? Bah non. Et bah, il te faut une hache. Et donc bah, j'avais pris une hache qui m'a pas servi plus que ça, hein, autre mesure. D'accord. Mais c'est vrai que c'était rassurant quand même de savoir que j'avais une hache dans la tente Oui, tu au pouvais te cas où. protéger quand même si tu étais Exactement. attaqué par un animal ou Exactement. Et j'avais un couteau quand même. Enfin voilà, j'avais un couteau et une hache. Et, d'accord, ouais, je me disais que ça pouvait me que ça protéger. pouvait Mais servir. malheureusement, ça ne peut pas servir contre les éléments. Et c'est les deux autres trucs qui me sont arrivés, qui sont un matin, je me suis réveillé à 2h du mat, un truc comme ça, avec et en fait j'avais l'impression d'être dans un bateau. Et D'accord. je me dis tiens, c'est bizarre quand même. Je campais au bord d'un fjord. Je me dis tiens, c'est bizarre, je suis pas sur l'eau. Et là en J'ai fait pas le souvenir de m'être couché ouais, sur l'eau. sur l'eau, c'est un peu bizarre. Et là, je me réveille et j'ouvre juste la tente. Et là, en fait, il y avait 5 cm d'eau sous la tente. Et en fait, le D'accord. fjord avait débordé. Ah Et donc, je me mince. suis retrouvé. Donc, il faisait, je sais pas, il devait faire 3 degrés ou 4 degrés dehors. L'eau était complètement gelée. Et je me suis retrouvé à 2h30 du matin à devoir retransporter ma tente, à Tout moitié était trempé en trempée. plus. Ouais. Ouais, tout était trempé, il pleuvait des trombes et tout. J'ai même une vidéo de ça d'ailleurs, parce que je me suis dit là, il faut quand même que je prenne une vidéo parce que c'est assez épique. Et puis la troisième fois, c'est quand il y a une tempête. Pareil, je campais, tempête, gros coup de vent, et puis j'ai un des arceaux qui a cassé de la D'accord. tente, enfin qui a plié, plié assez fort. Donc ça, c'était un peu. Ça, c'est moyen aussi parce que bon. C'est quelque chose Tu que dis tu as ouais, pu réparer après ou tu as dû changer ouais. de tente? Non, j'ai pu réparer après. Je suis allé dans un magasin quand je suis arrivé à Bodø avant de passer au Lofoten et il a pu me réparer ça. Pour revenir un petit peu sur le circuit, tu disais au début que tu avais dans un premier temps le but d'aller à Trondheim. Qu'est-ce qui a fait qu'après tu as voulu continuer et aller jusqu'au Cap Nord? Bah en fait je sais pas. je sais vraiment pas en fait. Je me suis dit bon bah tant que j'y suis, Quand tu es autant aller arrivé à au plus. Trondheim, tu ne te voyais pas finir là en fait. Non, mais même en fait Trondheim, j'avais pas vu les aurores boréales. Et moi, c'était vraiment mon but, c'était ça. Et d'ailleurs, j'ai pas été déçu parce que c'est féerique, c'est un phénomène naturel complètement magique. Ouais. Donc c'était vraiment ça que je voulais voir. Donc ça déjà, j'avais pas vu. Donc pour moi, de toute façon, il fallait que je continue au nord. Il fallait continuer, ouais. Ouais, dans tous les cas. Et ensuite, après, en fait, de Trondheim, après, je suis arrivé à Bodø. Ça, c'était assez dur comme chemin. Et puis ensuite, après, de Bodø au Lofoten, là, pour le coup, j'ai vu des aurores boréales. Et Et ensuite, après, je me est-ce suis que dit, bah, tu as pris je un continue. ferry pour aller de Bodø au Lofoten ou est-ce que tu es passé par Exactement. la route? Ouais. Ouais, tu as pris le ferry? Non, ferry, ouais. Et du coup, tu as traversé Ouais, toutes les îles pour revenir jusque vers Svolvær et reprendre la terre. exactement. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, il y a une route qui part de Lisbonne ou de Porto ou quelque chose,
du Portugal pour monter au Cap Nord. C'est la route Eurovélo 1. En fait, il y a des pays où c'est plus euro que vélo, parce que c'est pas forcément c'est pas des pistes cyclables, quoi. C'est pas des pistes cyclables, ouais. Non, clairement pas. En Norvège, il y en a quand même assez peu. Tu as fait Bodø, les Lofoten, et après tu as continué en direction donc du Cap Nord. Exactement. Ouais. Et puis en fait, je me voyais pas arrêter là, et je me disais c'est quand même assez incroyable de dire que tu es au bout du monde et que tu vas arriver au bout du monde, quoi. Que tu vas arriver en tout cas au bout de l'Europe, et qu'après il y a plus rien. En fait, après c'est vrai que ça c'est un truc. Effectivement, on peut pas aller plus loin. Moi, je suis allée une fois au Cap Nord. Encore une fois avec un tournage quand je travaillais en tant que fixeuse, et c'est vrai que c'est hyper impressionnant quand on est sur la route. Moi je conduisais pour l'équipe technique, et j'avais le GPS devant, et quand tu roules et que tu vois la route et que tu vas au bout, tu vas au bout de l'Europe en fait, et tu te dis mais au bout il n'y a plus rien, je suis au bout de la Terre, quoi. Le point d'après c'est le pôle Nord en fait. C'est le pôle Nord. Exactement. Ouais, c'est un sentiment complètement. Enfin, il y a rien, quoi. C'est la mer. C'est un environnement qui est totalement hostile, et c'est plus. Enfin voilà, il y a plus de terre, quoi. C'est vrai que c'est bizarre. En plus, je sais pas quel temps tu as eu au Cap Nord, mais c'est un endroit où il y a quand même souvent du mauvais temps, beaucoup de brouillard, beaucoup de vent, etc. Quand je suis arrivée au Cap Nord, on ne voyait pas du tout. Il y avait zéro visibilité. C'était complètement dans le brouillard. Mais du coup, ça donne une atmosphère, comme tu disais. Enfin, ça fait vraiment atmosphère du bout du monde, quoi. Ah, c'est vraiment atmosphère du bout du monde. C'est très particulier comme sensation. Et jusqu'au bout, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là, parce que j'ai traversé une nappe de brouillard complètement. Enfin, vraiment, on ne voyait pas à 5 mètres devant pendant 15 km avant, en fait, en arrivant. Et c'est cette dernière montée d'ailleurs qui est assez épique. Et en arrivant, ça s'est dégagé, et donc il y avait. J'ai vraiment pu. C'était voir le globe, voir tout, les espèces de falaises qui se jettent dans la mer, et puis la mer à perte de vue. Donc T'es arrivé à quelle date du coup au Cap Nord? Je suis arrivé le 15 octobre. Le 15 octobre pile. Et je te disais tout à l'heure qu'à un jour près, j'y arrivais pas, parce que le jour d'après, il a neigé très fortement, et il y avait de la glace. En fait, il y avait de la glace et du verglas par terre. Il faisait moins 2 degrés ou moins 3 degrés. Et là, du coup, ce chemin-là était impraticable avec les pneus que j'avais et avec tout l'équipement que j'avais. Donc là, j'aurais dû changer d'équipement, soit abandonner, en tout cas, rester à Honningsvåg, qui est la dernière. Parce que tu n'avais pas anticipé du coup qu'il y ait un peu de neige, et tu n'avais pas prévu de pneus neige du coup pour le vélo? Non, j'avais anticipé avec l'aide de. J'ai eu pendant ce voyage une assistance à terre qui m'a beaucoup aidé. D'accord. T'avais une équipe qui t'aidait? C'est ça. J'avais mes parents qui étaient donc à Paris, et qui comme mon père aussi aime bien voyager et tout ça, il était assez plus au point que moi sur tout ce qui est météo et tout ça, donc il m'a pas mal aidé quand même à faire mes prévisions. Donc je savais qu'il allait neiger ce jour-là, et je savais que ce jour-là ça aurait été difficile. Je pensais pas que ça aurait été aussi impraticable. Donc je suis assez content d'y être passé un jour avant, quoi. Oui, c'est ça, t'es arrivé vraiment pile poil au bon moment, quoi. Ouais. Il faisait combien en température là-bas? Alors au Cap Nord, le 15 octobre, il fait combien? Au Cap Nord, le 15 octobre, il fait à peu près 0 degré, entre -2 la nuit et 0 degré, 0 degré, entre 0 et 3, quoi. Ouais. D'accord. C'est pour dormir en tente, c'est un défi. Surtout que j'avais pas une tente 4 saisons, j'avais pas tout l'équipement aussi. Mais même avec le sac de couchage 0 degré, un soir j'ai dormi il devait faire -2 ou -3. D'ailleurs, il a neigé sur la tente et tout, donc je me suis réveillé, j'ouvre le matin, j'ouvre la tente, et là tout est blanc, et c'est superbe, parce que c'est quand même un environnement assez désolé, assez escarpé, où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, c'est au moment où j'ai vu la neige que je me suis dit, c'est censé être vu comme ça. En fait, c'est censé. Et c'est bien plus beau sous la neige, en effet.
C'était vraiment. C'est vrai que moi, c'est pareil, magnifique. c'est une question qu'on me demande souvent. Est-ce que tu préfères la Norvège l'été ou l'hiver? Alors évidemment, comme tu disais tout à l'heure, c'est beau tout le temps et partout. Mais c'est vrai que si je devais choisir, je pense que j'aurais peut-être une préférence pour l'hiver. Ah oui, d'accord. Ouais, Effectivement, ce côté, tu vois, les fjords, l'été, c'est très beau, c'est plein de couleurs, il y a de la végétation, il y a des fleurs, il y a des animaux, il y a les petites maisons rouges et tout. Bon, c'est chouette, mais c'est vrai que l'hiver, avec la neige, ça rend le truc féerique, quoi. Ça rend le truc magique avec les fjords qui se jettent, les montagnes qui se jettent dans le fjord et tout. Enfin, c'est magique, quoi. Ouais, il faudra que je revienne. Pour revenir à la fin de ton parcours, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas le nord de la Norvège, moi, quand j'y étais allée, on avait fait Tromsø, le Cap Nord en voiture. Et en fait, cette route entre Tromsø et le Cap Nord, c'est vrai que c'est hyper sauvage. C'est vraiment un monde à part. C'est des grandes étendues. C'est assez genre lunaire, quoi. C'est vraiment très, très, très sauvage. Moi, c'est un endroit que j'ai vraiment adoré. Et c'est un endroit aussi où on voit beaucoup de rennes. Parce que c'est vrai qu'en Norvège du Sud, on en voit très peu. Donc en Norvège du Nord, il y en a beaucoup, et notamment sur cette route entre Tromsø et le Cap Nord, il n'y a qu'une seule route pour y aller, on n'a pas trop de choix. Il n'y a qu'une seule route, et c'est vrai qu'il y a des rennes partout. T'en as vu beaucoup, toi? J'en ai vu, j'ai vu un seul élevage, puisque donc c'était parce que au fur et à mesure du parcours, en fait, il y avait tu vois, je cochais un peu des cases. Tu vois, des élans, j'en ai vu. Ensuite, je sais pas, des aigles des mers, j'en ai vu. Des dauphins, j'en ai vu. Des phoques, j'en ai vu. Et comme ça un peu. Et les rennes, c'était vraiment le dernier truc où je me disais, quand même, il faudrait que je voie des rennes avant de repartir. Exactement comme tu dis, sur ce paysage un peu lunaire là, de la route du bout du monde. Tout à coup, je suis arrivé et il y avait une énorme plaine. Et avec, je sais pas, peut-être 2000 rennes. Ah ouais, 2000 carrément, oui, c'était tout l'élevage là. Ah mais c'était incroyable, c'était des rennes à perte de vue, et même il y avait une espèce de petite colline, et ils apparaissaient en contre-jour, tu vois, sur la colline, un peu comme un champ de bataille, quoi. C'était une scène du Seigneur des Anneaux, mais avec des rennes. Des bœufs musqués. Il y avait aussi. T'en as vu? À cet endroit, j'en ai vu aussi, ouais. D'accord. Ça, c'est assez impressionnant comme animal, mais. Ouais, ça, j'en ai jamais vu. Ouais. Dans ta liste animalière, du coup, qu'est-ce que tu as vu d'autre comme animaux? Des belettes, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de poissons aussi. J'ai essayé de pêcher. Je m'entêtais, j'ai acheté une canne à pêche quand je suis arrivé à Oslo. Parce que la hache et la canne à pêche, c'était vraiment les deux le outils. kit de survie. Exactement. Et puis finalement, la hache, je m'en suis servi 2-3 fois pour faire du feu. Et la canne à pêche, je m'en suis servi 5 ou 6 fois. J'ai essayé de pêcher dans des lacs. Et j'ai jamais réussi. La dernière chose que j'aurais vraiment bien aimé faire, c'est aller voir des baleines. Ouais. Mais malheureusement, c'était pas la saison. Bon, alors, est-ce que tu as atteint ton but, c'est-à-dire de voir des aurores boréales? J'ai atteint mon but de voir des aurores. Alors, raconte-nous, c'était où et quand? Alors, c'était la première fois que j'en ai vu, c'était à Leknes, dans les Lofoten, où en fait il y avait une grosse tempête avec des vents très violents, des rafales jusqu'à 135 km/h. Donc c'était une très très grosse tempête, et je m'étais mis à l'abri dans un Airbnb. C'était une maison où il y avait deux Suédois, deux frères suédois qui retapaient une maison, et en fait ils avaient loué pas le garage mais le sous-sol, la cave en Airbnb. Et donc je restais là pendant un soir, et j'avais une application qui me disait, il y a une espèce d'application qui dit ce soir tu as 30%. Ouais, s'il y avait des possibilités de voir les aurores, ouais. Ou 10%, ou un truc comme ça. Et là, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, il y avait 40%, et je suis sorti, et rien. Et là, j'étais vraiment super déçu, parce que je me suis dit, zut, là, je vais pas en voir, c'est fini. L'application m'aurait menti. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis je me suis dit, quand même, là, c'est dommage, parce que c'était, il y a que par jour. Mais toi, tu vas le savoir, il y a pas par mois, il y a que 3 ou 4 jours où elles sont vraiment visibles, et où ça
où ça, enfin, il faut que le temps soit clair, ce qui n'est pas gagné en Norvège. Il faut que la densité des particules, l'attraction terrestre des particules solaires se fasse et tout ça. Donc il y a quand même un certain nombre de critères à remplir. Il y a des conditions quand même à respecter. Il faut les mériter, il faut s'isoler, il faut aller les chercher. D'où le terme la chasse aux aurores boréales. Hein. Exactement, c'est exactement ce que je suis parti faire et ce que j'ai accompli au final. Parce que donc ce soir-là, typiquement, j'étais extrêmement déçu et je rentrais tout. Et puis j'avais laissé mon vélo dehors, je ne l'avais pas attaché. Et puis je me brosse les dents, je me prépare à aller me coucher. Et puis je ressors pour attacher mon vélo. Et là, en fait, juste au-dessus de moi, je vois juste un espèce d'halo vert qui traverse le ciel vraiment à 180 degrés. Et je suis resté un peu bouche bée. Et du coup, je suis tout de suite allé voir les Suédois qui étaient au-dessus. Et ils m'ont emmené dans un endroit où il y avait un peu moins de lumière. On les a regardés pendant un moment. C'était pas la fois où je les ai vus le plus fort, mais c'était la première fois. C'était la première fois. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ça ? C'est difficile. Enfin, c'est difficile parce qu'en plus, moi, c'était un objectif qui était lié aussi. C'était un objectif à la fois psychologique, physique, mental. Enfin, c'était l'aurore boréale pour moi, elle représentait beaucoup plus que ce qu'elle est vraiment. Et puis ça marquait aussi un peu la fin de ton voyage. Exactement, ça marquait aussi la fin de mon voyage et puis l'objectif atteint, quoi. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Mais c'est à la fois magique, c'est un rideau, c'est des rideaux de théâtre qui ondulent dans le vent, c'est des rideaux de pluie qui passent sur la mer, c'est tout ça à la fois avec de la lumière et qui danse et c'est une expérience complètement un peu mystique quand même. C'est vrai. Ta description est très jolie et poétique. Et tu as eu l'opportunité d'en revoir d'autres après, du coup ? Et j'en ai revu pas mal en fait. J'en ai revu, je sais pas, j'ai dû en voir 5 fois, je pense. J'ai eu pas mal de chance parce que je suis tombé au bon moment et avec les bonnes conditions, mais ouais, j'en ai revu et des fois, enfin, une fois, je les ai attendus toute la nuit et puis finalement à minuit ou un truc comme ça, au minuit et demi, je me suis endormi de fatigue et en plus il faisait 0 degré dehors, donc j'avais vraiment froid, j'étais sous la tente et tout. Ouais. Et en fait, je me suis réveillé 2 heures plus tard parce que je sais pas pourquoi je me suis réveillé, mais je me suis réveillé et là, j'ouvre la tente et festival. Et ça s'est arrivé une fois aussi. Une fois, j'en ai eu au-dessus d'une ville qui était vraiment magique, donc forcément, j'ai pu prendre des photos. Des photos magiques et c'est des moments. Mais c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu flemmard quelquefois. Moi, c'est pareil, j'utilise l'hiver l'application là qui nous donne les probabilités pour pouvoir en voir. Et je sais plus quand est-ce que c'était, il y a 3 ou 4 ans, des amis qui nous ont envoyé un message, mais il était genre minuit et demi, tu vois, genre on était au lit, on regardait la télé ou on lisait, je sais plus. Et des amis qui nous envoient un message en disant sortez, il y a des aurores boréales. Et tu sais, genre, on s'est regardé, on s'est dit mais là, je suis en pyjama, il fait froid, j'ai pas trop envie. Alors bon, du coup, on a gardé nos pyjamas, on a mis les bottes, on a mis le manteau, et puis on est sorti quand même pour les voir. Mais c'est vrai que des fois, il y a ce côté un peu il y a des aurores boréales, mais là, il fait froid. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, j'étais assez surpris parce que je me suis dit, ici, enfin, quand j'étais dans le Nord, je me disais, ils en voient tout le temps, donc du coup, ça doit pas les impressionner plus que ça. Maintenant que tu es rentré, si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui aurait envie de faire la même chose que toi, qu'est-ce que ce serait ? Bonne question. Franchement, le seul conseil vraiment que je peux donner, parce que c'est le seul pour moi qui est valable, et c'est un peu cliché, mais c'est d'y aller, quoi. En fait, c'est juste de prendre ses clics et ses claques et d'y aller. En fait, faut pas. C'est vraiment. Faut se lancer, quoi. Faut vraiment se lancer. C'est vraiment pas. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment faisable pour n'importe qui. Et la forme physique. Pareil, en fait, moi j'ai vraiment un bon exemple de. Tu t'es pas entraîné, t'as pas eu de conditions particulières avant. Non, donc faut vraiment juste y aller, quoi, en fait, et la forme physique, elle vient avec. Se faire confiance et puis oser et partir, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment formidable comme manière de voyager. On voit chaque bout de terrain. On va pas d'un point A à un point B. C'est le voyage. C'est vraiment tout le chemin qu'on fait. Voilà, chaque mètre
qui fait l'expérience. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais connu avant et que je trouve formidable. Alors, tu nous as fait voyager en cette période particulière. Ça nous a permis de nous évader un petit peu. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton beau voyage. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Merci encore. Salut Pierre. Merci beaucoup Anne-Sophie. À bientôt. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise qui soutient le podcast sur la plateforme de financement Patreon. À bientôt!